Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. À la une de l'actualité corse de ce mardi 23 novembre, 5 ans après les événements des Jardins de l'Empereur à Ajaccio, 3 hommes étaient jugés aujourd'hui pour dégradation d'un lieu de culte commis en Réunion. En marge de ces événements, une salle de prière avait été prise pour cible. Nous serons au palais de justice dans le Corsi Caser. Un premier trimestre d'enseignement immersif et quels résultats? En cette semaine de promotion de langue régionale sur France Télévisions, nous sommes retournés à la toute jeune Scola Gorsa à Bastia. L'occasion de constater les progrès des 14 élèves. Écoutez. Il linguaggio in lingua corsa di tutti i ziteli si sviluppa poco a poco, sono tutti, quasi tutti, capaci di fare un mondo e di fare piccole frasi di un quotidiano in lingua corsa. Et premier, vous entendrez des élèves dans le Corsi Caser. Mais dans l'immédiat, Charles Zuccarelli, président du MEDEF de Corse, est l'invité d'Intanto in Economia. Bonjour Charles Zuccarelli et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Vous êtes donc le président du MEDEF de Corse et ça fait maintenant 1 an et demi que vous avez du pain sur la planche, on peut le dire, avec une crise sanitaire devenue économique et ça ne semble pas s'arranger ces derniers mois sur le front du Covid. Résultat, le monde économique pourrait une nouvelle fois s'en trouver impacté. Vous étiez d'ailleurs réunis avec les acteurs économiques, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers, ADEC, la semaine dernière pour envisager les mois à venir et l'année 2022. Et en effet, ça semble pas assez rassurant que ça, puisqu'un mur de dette approche entre le report des charges et le début des remboursements des prêts garantis par l'État. 6500 entreprises en Corse seraient concernées. Les mois à venir s'annoncent durs. Écoutez, surtout quand on voit les chiffres de la Covid aujourd'hui qui doublent de semaine en semaine, les chefs d'entreprise ont une forte inquiétude et je crois qu'ils ont raison parce que quand on voit l'année 2020 avec les confinements successifs, aujourd'hui, comme vous le disiez, ce mur de dette qui se présente devant les entreprises avec une inquiétude sur les remboursements parce que ça va faire des mensualités très importantes. Je rappelle que c'est 1,4 milliard. 300 millions de dettes fiscales et sociales, donc des mensualités très dures à rembourser pour les entreprises et surtout une difficulté à court et moyen terme. À court terme, par rapport aux mensualités à rembourser et à moyen terme parce que les entreprises, vu le taux d'endettement qu'ils auront, risquent de ne pas pouvoir réinvestir dans leur outil de travail pour rester compétitifs. Le chiffre avancé pour l'instant, c'est 20% seulement des entreprises qui auraient soldé à ce jour leur PGE. En Corse, il faut ajouter à cela le fait que rares sont les entreprises insulaires en capacité d'entrer dans la course de l'innovation, de l'industrialisation ou de l'indépendance environnementale. Et donc, elles sont peu nombreuses finalement à pouvoir bénéficier du plan France Relance 2030. C'est un problème ici en Corse, ça aussi. Écoutez, depuis le début, je le dis, les entreprises n'ont pas l'ingénierie pour pouvoir faire des dossiers. Ensuite, moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on ait une ligne de crédit sur France Relance, surtout que ça a été fait pour les dom-tom à hauteur d'1,5 milliard. Donc je ne comprends pas pourquoi, pour la Corse, nous n'arrivons pas à avoir une ligne de crédit par rapport à ça. Ou un autre obstacle que vous voyez à la relance ou à la reprise économique, est-ce que vous pointez du doigt en ce moment, c'est le manque de main-d'œuvre. C'est partout sur le territoire et en Corse aussi. Alors, écoutez, en effet, en Corse, nous avons le même problème que sur le territoire national, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi actuellement. Et malgré la relance économique, nous ne trouvons pas de salariés, que ce soit en main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée. Et aujourd'hui, on peut dire que ça touche tous les secteurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, votre président national, Geoffroy Roux de Béziers, prévoit, lui, des augmentations de salaire qui découleraient de cette pénurie de main-d'œuvre. C'est pas un peu contradictoire? Ça, on dit qu'il y a un mur de dette qui arrive et en même temps qu'il va avoir une augmentation de salaire. Oui, cette augmentation de salaire a été annoncée justement par rapport à cette pénurie de main-d'œuvre. Mais, en tous les cas, pour la Corse, cette augmentation de salaire ne peut pas aller sans une baisse de charges. Aujourd'hui, finalement, 1 an et demi après le début de cette crise sanitaire devenue économique, quel bilan est-ce qu'on peut tirer? Le quoi qu'il en coûte de l'État n'a pas suffi, ne suffit pas pour l'instant, en tout cas pour les entreprises. Écoutez, il faut reconnaître quand même que l'État a été très réactif avec le PGE, les charges sociales, le chômage partiel. Ça a permis aux entreprises de garder le nez au-dessus de l'eau, si je peux m'exprimer ainsi. Par contre, la grande inquiétude, c'est bien évidemment le remboursement de toutes ces dettes qui ont été créées, même si l'URSSAF va faire des facilités de paiement de 24 à 36 mois.
Une dernière question peut-être sur le télétravail. Là aussi, c'est votre président national qui s'est exprimé là-dessus. Il serait opposé à une obligation du télétravail, comme c'est le cas notamment en Belgique, où là, 4 jours sur 5 pour qui c'est possible doivent être travaillés en télétravail. Votre avis, vous, sur la question en Corse, par exemple, ou sur le territoire national, est-ce qu'il faut obliger les gens à télétravailler quand c'est possible? Écoutez, l'économie de la Corse est représentée à 98% de TPE, avec des salariés de 0 à 3. Donc aujourd'hui, la mise en place du télétravail est très limitée, puisque ce seraient certains métiers. Et il faut savoir aussi que pour certains salariés, le travail, c'est le seul lien social qu'ils ont. Et d'ailleurs, on a vu l'impact que ça a pu avoir lors du premier confinement et qu'on a mis en place ce télétravail. Là, qu'est-ce qui serait dramatique, un nouveau confinement ? Un nouveau confinement, ce serait très dramatique pour les entreprises. On n'ose même pas l'imaginer, malgré qu'il faut être réaliste. Les chiffres du Covid sont en train de doubler de semaine en semaine. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir y échapper. Merci beaucoup, Charles Soukaré, d'avoir été notre invité dans le Intanto Inegunuia. Tout de suite, suite de l'information avec le Corse Gazera de Delphine. Et demain dans Intanto Perlimbiente, vous entendrez le sociologue Ludovic Martel évoquer les aires marines protégées. Tout de suite, le Corsicaser. Et à la une de l'actualité corse de ce mardi 23 novembre, 5 ans après les événements des Jardins de l'Empereur à Ajaccio, 3 hommes étaient jugés aujourd'hui pour dégradation d'un lieu de culte commis en Réunion. En marge de ces événements, une salle de prière avait été prise pour cible. Nous serons au Palais de Justice dans un instant. Lancement de la 37e campagne des Restos du Cœur. Durant 4 mois, les bénévoles corses distribueront plus de 300 000 repas aux bénéficiaires. L'occasion d'évoquer la progression de la précarité, plus nette encore depuis la crise sanitaire, avec notre invité Raymond Tchekal, président des Restos du Cœur. Un premier trimestre d'enseignement immersif et quels résultats en cette semaine de promotion des langues régionales sur France Télévisions. Nous sommes retournés à la toute jeune Scola Gorsa à Bastia, l'occasion de constater les progrès des 14 élèves qui ne s'expriment qu'en langue corse durant le temps scolaire. Un camion de pompiers caillassé, des tensions vives dans la population, des manifestations violentes et des incidents xénophobes. Les événements du Jardin de l'Empereur sont dans toutes les mémoires. C'était le 25 décembre 2015. Aujourd'hui, 3 hommes étaient jugés par le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour dégradation d'une salle de prière musulmane en marge de ces événements. Au Palais de Justice, Dominique Moret, Marion Fiam. 8 mois de prison avec sursis, 2 000 € d'amende ont été requis ce soir par le ministère public à l'encontre de Michael Ottavid, Benjamin Belengar et Anthony Coco Giudicelli. Les 3 prévenus sont mis en examen pour dégradation ou détérioration d'un édifice affecté au culte commise en Réunion. Les faits remontent au 25 décembre 2015 en marge des manifestations qui se sont déroulées au Jardin de l'Empereur. Une partie des manifestants s'était dirigée vers ces lieux. Pour la défense, il n'y a pas de lieu de culte parce qu'au moment des faits, l'association n'était pas qualifiée de la sorte. C'est ce qu'a plaidé une des avocates, maître Laura Lucchesi. J'ai proposé une nouvelle qualification à la juridiction puisque mon client a été convoqué devant cette juridiction pour avoir volontairement dégradé un édifice affecté au culte, alors qu'au moment de la commission des faits, le 25 décembre 2015, aucun édifice cultuel n'est déclaré d'un point de vue légal au service de préfecture. Culturel ou cultuel, ça influe sur le quantum de la peine ? Ça influe sur le quantum de la peine. Le visa visé est différent puisque, je crois de mémoire, il y a une différence non négligeable au niveau du quantum de la peine proposée. Donc il me semble assez important de requalifier les faits. Pour ce qui est des faits, Benjamin Belengar et Anthony Coco Giudicelli reconnaissent avoir participé à casser la porte d'entrée, mais ni être rentrés à l'intérieur de l'édifice. L'instruction n'a pas permis de démontrer une quelconque participation aux dégradations commises à l'intérieur. C'est ce que nous explique l'avocate.
C'est un dossier qui a connu un emballement médiatique assez important au moment des faits. Et finalement, après les 4 ans et demi d'instruction, on se rend compte que les dégradations qui sont reprochées aujourd'hui aux personnes qui comparaissent, finalement se limitent à la dégradation d'un rideau métallique d'un local. Point. Michael Otav, qui nie toute implication dans cette affaire, ne s'est pas présenté à l'audience aujourd'hui. Quant au soupçon de racisme qui a coloré ce dossier fortement médiatisé, eh bien c'est une qualification qui n'a pas été retenue par ce tribunal. Et le jugement vient de tomber. Un des 3 hommes a été relaxé. Les 2 autres ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Notez que les faits ont été requalifiés en dégradation de biens appartenant à autrui. 2e jour d'audience aux assises de la Haute-Corse pour le procès de Joseph Aguzzi, accusé d'avoir assassiné Laurent Bracogne en 2015 en pleine journée à la terrasse d'un café. Il y avait de nombreux témoins le jour du meurtre dans cette rue piétonne de Bastia. Plusieurs d'entre eux se sont succédés à la barre aujourd'hui. Solange Gradiani, Christian Giuliano. 13h40, moment du crime, le 21 juillet 2015. C'est une heure de grande affluence dans la rue Napoléon. Une directrice de boutique explique à la barre qu'elle a juste le temps de voir un individu avec une casquette vêtue de noir, mais elle ne reconnaît pas l'accusé Joseph Aguzzi. Une gérante d'un bar qui connaissait la victime, Laurent Bracogne, et qui était à l'extérieur, n'identifie pas non plus l'accusé. De même, une grand-mère voit une balle se ficher dans la tête de la victime. Son premier réflexe est de fuir pour se protéger, elle et sa petite fille. Les descriptions varient, étant de préciser que de surcroît, les témoins qui étaient très proches n'ont vu qu'une ombre fugitive. Pour ce qui est de la description de la corpulence, vous aurez remarqué que certains livrent une description qui ne correspond pas à celle de M. Aguzzi. Et quant à l'identification de celui-ci, aucun des témoins, et je veux parler des témoins qui se trouvaient à près de 3 mètres de l'agresseur, n'ont été en mesure de voir son visage. Les débats se déroulent ensuite autour d'une sacoche noire, sacoche qui était portée par l'accusé. Grâce aux vidéos du parking du marché de Bastia, on voit bien Joseph Aguzzi porter une sacoche assez grande pour pouvoir dissimuler une arme de poing. Problème, dans cette affaire, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ainsi que la fameuse sacoche. Dans un premier temps, M. Aguzzi contestera avoir eu cette sacoche avec lui. Il dira ensuite l'avoir laissée à son domicile. Il expliquera qu'en perquisition, on a saisi des sacoches et que cette sacoche est celle qui aura été saisie pour finalement, 4 ans plus tard, revenir avec des nouvelles sacoches pour nous dire en réalité, j'ai retrouvé des sacoches à mon domicile. Il se pourrait que ce soit celle-ci. On a étudié ces sacoches. Ce n'est pas la sacoche qui apparaît sur la vidéosurveillance du parking, raison pour laquelle on s'interroge toujours aujourd'hui sur ce qu'est devenu cette sacoche. Oui, c'est bon, allez, bâche. Cet après-midi, la tension est montée d'un cran. Les avocats de l'accusé, Joseph Aguzzi, et les conseils de la partie civile se sont plusieurs fois invectivés. Des faits regrettables, ces prises de bec empêchent la sérénité des débats et peuvent nuire à la manifestation de la vérité. Au chapitre judiciaire toujours, la Cour de cassation confirme le renvoi devant les assises du policier suspecté d'avoir éborgné Maxime Beu en 2016 lors d'incidents en marge du match de foot Reims-Bastia. Christophe Mercier a toujours affirmé que le supporter corse était tombé sur un poteau alors qu'il tentait de fuir. Il sera finalement jugé l'année prochaine par la Cour d'assises de la Marne. Mobilisation du personnel de l'Office hydraulique après une nouvelle agression d'un agent. Les faits se sont déroulés samedi dernier lors d'une intervention à Poggiomezzane. Un chasseur l'aurait molesté et menacé avec son fusil. En signe de soutien, des agents se sont rassemblés ce matin devant les locaux de l'Office d'équipement hydraulique de Corse à Bastia. Je rappelle que 2 autres agents avaient été agressés en septembre dernier en Balagne. Article complet à retrouver sur notre site internet. Un chiffre à présent, plus 12%, c'est la progression du nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur en 2020. Et derrière ce chiffre, il y a une réalité sociale et humaine que l'on observera cette année encore lors de la 37e campagne d'hiver qui débute aujourd'hui. On en parle avec notre invité, Raymond Tchekal. Dit bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président des Restos du Cœur en Corse. 12%, c'est une augmentation importante. Est-ce la plus forte que vous n'ayez jamais observée ? Si vous permettez, on ne va pas tellement parler chiffres, tout le monde leur fait dire un petit peu ce qu'il veut. Bien sûr, c'est une augmentation plus importante que la moyenne, puisqu'en général, on augmente quand même tous les ans de 2, 3, 4% depuis 35 ans. Là, c'est 10 points de plus quand même. Là, c'est 10 points de plus. C'est significatif. C'est 10 points de plus, mais c'est véritablement, je pense, temporaire. Ce qui est plus frappant dans cette épidémie de Covid et donc
c'est les effets du confinement sur le ferry. Nous avons été obligés de nous réorganiser, ça n'a pas été un problème, puisque il faut avoir une capacité, on avait une capacité de réaction qui nous permettait, on a réorganisé la distribution, nos équipes. Ce qui est frappant, c'est la destruction, d'une certaine façon, de la cellule familiale qui a eu lieu chez les personnes les plus défavorisées, et donc un changement de clientèle, bénéficiaires. Le profil de vos bénéficiaires a changé en fonction de cette révolution sociétale. Absolument. Et du coup, quel est ce nouveau profil ? Si on prend la France continentale, ce qui est frappant sont les jeunes. Près de 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Encore, c'est un petit peu différent parce que nous n'avons pas autant de jeunes qui sont en faculté, mais on en a quand même une forte augmentation. C'est surtout visible au Resto du Cœur de Bastia, mais c'est surtout la famille qui change. Donc, ces nouveaux bénéficiaires sont des femmes, c'est ça, principalement seules, avec des enfants à charge ? Ben oui, parce que les familles ont explosé, le confinement a cassé les règles et les normes, et on a cette année plus de la moitié de nos bénéficiaires qui sont des femmes seules, donc chef de famille avec enfants, 1, 2, 3, 4 enfants. Mère célibataire ou femme divorcée. Mère célibataire, femme divorcée, femme en danger, il y a tout. Ça, c'est plus inquiétant. Dans le rural, que constatez-vous ? Alors le rural, alors là, chiffres, augmentation 0. D'accord. Modification 0. Pourquoi ? Parce que le rural, la population n'a pas beaucoup bougé. Les personnes âgées n'ont pas pris beaucoup de risques. Et donc, nous, on a sur 70 villages que l'on sert, on n'a pas eu de gros changements, donc le rural constant. Ce qui fait qu'on va augmenter notre action sur le rural. Oui, donc vous allez ouvrir un centre à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. De Porto-Vecchio, avec pour ambition, sous un an, de effectivement servir quasiment 100% des communes rurales de Corse du Sud. D'accord, donc là, vous serez plus présent dans l'Alta-Rocca notamment. Absolument. Alors, les Restos du Cœur, c'est 400 bénévoles en Corse qui distribuent plus de presque 340 000 plus que ça. repas pendant les 4 mois de la campagne d'hiver. Non, c'est 200 bénévoles en moyenne à Ajaccio, 200 bénévoles à Bastia, et plus de 300 000 repas à Ajaccio et plus de 300 000 repas à Bastia. D'accord. Donc, il faut multiplier tout par 2. Donc, ne lisez pas cette infographie, il faut la multiplier par 2 en ce qui concerne le nombre de repas. Moi, je suis président des Restos du Cœur de Corse du Sud et Paul Gradian est président des Restos du Cœur de Haute-Corse. Alors, est-ce que vous disposez de ressources humaines, financières et en nature suffisantes pour mener cette campagne cette financière, oui, parce qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, comme l'an dernier, les gens n'ont rien fait, donc ils ont économisé beaucoup, donc ils ont été très généreux, il y en a eu plus de dons que d'habitude. Par contre, en matière de bénévoles, là, on a eu une chute importante, puisque les bénévoles se sont éloignés de nos centres, et avant d'y revenir, ils y réfléchissent à 2 fois. Donc, on a besoin de bénévoles. Ça, on a besoin de bénévoles, d'autant plus qu'il faut qu'on relance toute la machine pour redonner un sens à notre action qui, au-delà de la distribution, c'est la réinsertion sociale, c'est l'aide aux familles, c'est l'aide aux enfants, c'est tout un système. Et tout ça avait été interrompu pendant l'épidémie de Covid, et là, donc, l'activité reprend dans toutes vos activités sociales. On essaye. Merci beaucoup, Raymond Tchécal, d'avoir accepté notre invitation. Une méthode ludique et surprenante pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. La sécurité routière a créé un dispositif immersif grandeur nature, type escape game, pour plonger les participants dans des situations très réalistes, glaçants, mais bien plus éloquents que de longs discours. Reportage au collège du Stiletto à Ajaccio de Dominique Moret et Marion Fiam. Qui s'appelle Thomas, qui est âgé d'une 20aine d'années, qui malheureusement est décédé à la suite d'un accident de la route, cette nuit. On n'a rien pu faire. Thomas avait 21 ans. Il aurait pu être le grand frère ou l'ami de ses élèves de 3e au Stiletto à Ajaccio. C'est à eux de mener l'enquête sur les causes de l'accident, l'occasion de se familiariser avec les dangers de la route. En écrivant un texto au volant, je multiplie par 23 le risque d'accident. Ce scooter, mis en scène pour évoquer un drame, est souvent un objet du quotidien pour les moins de 16 ans. Le casque que portait la victime n'a visiblement pas suffi. Ça, par exemple, c'est un casque qui a subi un choc sur un trottoir à 50 km/h. Vous voyez l'état du casque. Si vous n'en avez pas, votre tête, c'est une mandarine. C'est dans ce studio que la soirée a commencé. Si à l'évidence, l'alcool et le cannabis figurent parmi les causes, il y a aussi la fatigue. On entend parler de vitesse beaucoup d'alcool, mais on n'entend pas parler énormément de la fatigue sur les routes. Pourtant, il y a eu 815 morts à cause de la fatigue au volant. Okay. Et pour vous donner l'exemple,
c'est un accident mortel sur 3 sur autoroute qui est dû à l'endormissement. Ce sont déjà pour la plupart des conducteurs, d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient passagers ou on a énormément d'élèves qui ont des scooters, qui ont des voitures sans permis. Heureusement, ils ne sont pas encore dans cette démarche de sortie en boîte de nuit, etc. Mais c'est un monde qu'ils idéalisent et auquel ils ont envie d'accéder. Et c'est bien que cette prévention ait lieu à ce moment-là et qu'ils prennent aussi conscience du mauvais côté de ce qui pour eux va être un synonyme de liberté, quoi. Et c'est bien en boîte de nuit que le drame s'est joué. En cause, l'absence de capitaine de soirée ou de SAM, SAM qui signifie sans accident mortel. Personne l'a soutenu alors qu'il avait pris de la drogue et de l'alcool et que malheureusement il est mort. Ce qui devait arriver arriva. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu cette situation à Ajaccio ou ailleurs? Non, pas personnellement. Non, je pense pas, non. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça? Oui, parce que ça peut arriver à tout le monde, voilà. Même si on n'a pas forcément pris tout ce qu'il a pris, ça peut arriver même sans avoir consommé des choses. En Corse du Sud, 10 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année, dont un mineur à moto. L'histoire de Thomas n'est pas un cas isolé. Malgré la signalisation et les aménagements, traverser une voie ferrée n'est pas sans danger. On se souvient d'un accident tragique en 2019, un adolescent de 16 ans décédé après avoir été percuté par un train à Luciane. Les chemins de fer de la Corse et le rectorat organisent une campagne de sensibilisation à l'adresse des jeunes. Reportage au lycée de Montésor à Bastia de Frédéric Roche et Daniel Bansard. C'est la réalité virtuelle, il va se passer des choses tout autour de vous, donc il ne faut pas hésiter à regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, derrière vous. J'en peux plus. Impression incroyable. C'est vraiment choquant. On aurait dit un cauchemar en fait, parce qu'on voyait des scènes comme des flashbacks un peu. Franchement, c'est très efficace. Prendre conscience des dangers près d'une voie ferrée, le message semble être passé. Une trentaine d'élèves de seconde du lycée Montésor ont ce matin visionné un film et échangé avec les équipes des chemins de fer de Corse. Consigne numéro 1, faire attention. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, les écouteurs, on traverse, on est un peu d'insouciance, c'est normal, c'est de l'orage. Et donc nous, on a pris l'initiative de vraiment faire cette journée de sensibilisation, en partenariat avec la rectrice. Il faut que nos jeunes soient bien attentifs justement à l'environnement dans lequel ils circulent, ils évoluent, qu'ils puissent retirer leurs écouteurs et d'une manière générale qu'ils adoptent des comportements qui puissent les protéger de ces risques. Il y a cette forme aussi, comme un fantôme. Si ce clip est virtuel, le danger, lui, est bien réel. En mars 2019, un jeune de 16 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un train à hauteur de la gare de Luciane. De plus en plus de collégiens et lycéens utilisent le réseau autour de Bastia. Ils sont près d'1 millier à prendre le train chaque jour. Et comme on peut le voir sur ces images, certains comportements sont étonnants, pour ne pas dire inconscients. La campagne de sensibilisation va circuler dans toute la Corse, partout où il existe un risque ferroviaire. Plonger les élèves dans un bain linguistique, c'est le principe de l'enseignement immersif. Toute la journée, ils ne parlent et n'entendent que la langue corse. À Scolagor, sa école associative a été inaugurée à Bastia lors de la dernière rentrée. Alors, les élèves ont-ils fait des progrès en un trimestre? Reportage François-Albert Bernard, Tiffany Urtis-Verea. Salute! Cosa giri? Allora oggi a Zuspadi, zucchini. Ici à la cantine, le corse est de rigueur. Et pour cause, ces élèves de maternelle sont dans une école immersive. Une des 2 premières ouvertes sur l'île, le but, faire en sorte que la langue soit le plus possible utilisée par les encadrants pour la transmettre aux enfants. Ce qu'il y a de plus, et ce qui est intéressant au niveau de la langue justement, c'est les temps extrascolaires, je dirais, comme ici à la cantine, comme à la garderie. C'est des moments où vraiment, c'est là où se fait l'échange entre eux, entre les petits, avec l'aide maternelle. C'est là où vraiment la langue se développe. Depuis la rentrée, les 14 élèves de cette classe unique de maternelle sont donc dans un bain linguistique quotidien. Et quand on leur demande ce qu'ils font... J'essaie de parler corse. Je fais mon idiot au sport. On parle toujours corse, il y a 2 maîtresses corse. On fait beaucoup de pâture, on s'amuse bien. Bravo, est-ce qu'on a dit goulard? Plus à peine à la rancino. Après près de 3 mois de classe, les parents constatent des progrès chez les enfants.
L'institutrice, elle, avait fait le pari d'enseigner pour l'association Scolagours alors qu'elle travaillait déjà pour l'éducation nationale. Elle est satisfaite de voir ses premiers bons résultats. Ils ont tous la volonté d'essayer de nous parler en corse, de nous faire leurs petites demandes du quotidien, les petites phrases que l'on répète tous les jours, elles sont dites en corse. Ils sont tous très contents quand ils y arrivent. Et nous, du coup, on est très fiers de voir ces premiers résultats après si peu de classes au final. D'après le réseau des écoles immersives des langues régionales en France, il faut environ 3 ans d'immersion pour qu'un enfant soit parfaitement bilingue. L'association Scolagours espère ouvrir une 2e classe immersive à l'école Charpak dès l'année prochaine. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale à la une, un risque de contagion aux Antilles. Après la Guadeloupe, la Martinique plonge dans la crise et la violence. Des pompiers et des forces de l'ordre ont été visés par des tirs. Information développée dans quelques instants dans le journal de Carole Gessler. Retour de l'actualité corse sur notre antenne à 20h avec Jean-André Marcagne. Et l'info, on continue. C'est sur tous les autres écrans. Bonsoir.